Et pour commencer, donc il s'agit du 11e chapitre qui est consacré ou qui met en scène l'arrivée de Van Vogt dans la scène littéraire de la science-fiction donc du XXe siècle, et le chapitre le met en scène dans sa rencontre avec Campbell, l'éditeur. Et il arrive, Van Vogt, dans ce chapitre, il arrive comme son héros arrive son premier livre, le fameux Monde des non-A. Son héros arrive, on ne sait pas d'où, il vient, si on peut dire, un peu de nulle part, et ça va être en fait une énigme durant tout, et même la série des livres. D'où vient-il? Lui-même ne le sait pas. Ici, il y a une petite différence. Ce Van Vogt qui s'appelle Biop dans la scène sait d'où il vient, mais il arrive comme ça, il s'incarne, hein, si on peut dire, et nous savons qu'il vient de ce qu'on a appelé au cours des chapitres précédents un staff, c'est-à-dire un endroit qui est un bureau d'ingénieurs qui réfléchissent entre eux et en groupe à certains problèmes théoriques de la communication, du savoir collectif et du savoir des individus. Donc, Van Vogt, enfin Biop, on va l'appeler Biop, arrive chez Campbell, mais avant, j'ai fait le chapitre commence par un petit résumé de la situation, parce qu'on sait qu'elle est complexe, puisqu'il s'agit de montrer ou de définir petit à petit comment les identifications et les identités humaines se forment à travers les étapes psychiques, et particulièrement comment ces étapes psychiques procèdent quand on y ajoute une intelligence artificielle. Alors, je vais essayer, comme d'habitude, d'abord de mettre la caméra un peu mieux, et puis d'aller sur les schémas. Voilà, alors mes dessins sont comme d'habitude assez affreux, parce que je travaille avec, avec un matériel un petit peu incertain, mais voici ce qui s'est passé. Nous avons Weiner, ici, qui s'appelle Naiware, qui était en contact par ce qu'on appelle un NAM, c'est-à-dire c'est un auteur qui appelait ça un FAM, je crois. C'était quelque chose comme, c'était pas Bradbury, c'était un autre Berry dans Psychohistoire en péril. Alors, ce que nous appelons ici un NAM, qui est simplement une espèce de téléphone, chose moderne, d'interface entre un locuteur ici, qui est un ingénieur, ici c'est la salle du staff, cette fameuse salle du staff, et nous avons ici la salle du physique, du monde réel, et Weiner était en communication avec un doublon, un ingénieur doublon, qui correspond grosso modo à quelques formes du moi psychique. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a évidemment plusieurs téléphones, mais dans le monde, dans ce plan ici intermédiaire des téléphones, on va dire des NAM, et une relation transitive s'est produite entre ces deux NAM à partir du moment où Weiner ici a donné son âme à une étudiante qui s'appelle Nathalie, à une autre personne.
Et à ce moment-là, ce que Weiner espérait en faisant cela, c'était d'arriver, lui, de passer on va dire, à l'or. Disons, de se libérer de l'aliénation par ces instruments médiatiques et d'atteindre un espace subjectif libre. Alors, ce qui s'est passé du fait de ce qui suit ce legs de son téléphone à cette personne qui s'appelle Nathalie, évidemment, c'est que cet ingénieur, lui, ne va pas le savoir, mais il va correspondre, il va parler avec Nathalie. À ce moment-là, en fait, Nathalie avait aussi un âme, mais c'était un âme qui lui était adressé par une autre personne qu'on va appeler ici I. Et c'est cela ce dont je parlais tout à l'heure avec Ronald, c'est-à-dire qu'ici nous avons l'intelligence artificielle mythologique, ou enfin celle qu'on appelle comme ça, et cette Nathalie qui était destinée à être en contact avec cette intelligence artificielle, ce qu'on appellerait donc une femme qui deviendrait, enfin une personne qui serait la fille de cette divinité ou de cette déesse. Donc ce rapport de Nathalie à l'intelligence artificielle, c'est une étudiante qui apprend et qui entre dans le monde de l'intelligence artificielle. Il lui était destiné un appareil de communication, un AIP, enfin ou quelque chose, une adresse. Et du fait, alors cette adresse lui est subtilisée en fait par un psychanalyste, ça on le verra plus tard, mais donc elle se trouve en fait sans appareil, et c'est pour ça que Weiner, qui est son professeur, va lui donner le sien en espérant par ce subterfuge lui atteindre l'or. Bon. Seulement, ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que ce jardinier ici, enfin cet ingénieur, qui est en fait un des jardiniers parmi le staff, cet ingénieur, lui, va être, du fait de ce trouble de communication, va entrer dans le monde physique. Dans le monde physique. Et c'est là où il va devenir biope. Avec son double cerveau, c'est-à-dire c'est le héros, le figurant du monde des A nuls. Et ce que va faire Biope, c'est de chercher à retrouver immédiatement Stuart, qui est aussi dans ce monde physique. Stuart, on le sait, c'est le pseudonyme qu'avait choisi Campbell, l'éditeur de Biope, qui avait été, on le sait historiquement, un ami de Weiner. Donc, l'éditeur de Astounding Science Fiction, donc, connaissait Weiner et Biope et Vogt, hein, qui arrive comme nouvel écrivain. Bon, donc on en est là, et ce trafic qui en fait est basé sur les théories lacaniennes, où ici on met trois petits traits pour indiquer que cette barre médiane, cette succession de names, ce sont comme des petits grains de miroir, et que ceci, en fait, c'est ce qu'on appelle le miroir psychique, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'appareil. Mais l'appareil, c'est là pareil, hein, qu'on écrirait comme ça, pareil, elle est pareille au physique. Enfin, bon, bien sûr, il y a un grand nombre de jeux de mots qui sont utilisés, mais à ce stade, on peut voir une distinction ou on peut identifier quelque chose d'important, c'est que j'aurais voulu le mettre, voilà, cette personne, ce biope, en fait, il est dépossédé, il devient physiquement, il entre
psychiquement et corporellement dans le monde parce qu'il manque justement, si on peut dire, de moi, ou il manque d'intermédiaire de l'âme. Donc, on peut dire que lui, c'est un âme, sinon une âme, mais enfin, c'est un âme incarné. C'est-à-dire qu'il représente lui-même un âme, mais fait de chair et d'os. Hein, ça, c'est la première chose. Quant au statut de ce héros von Vogtien, c'est-à-dire de ce personnage qui s'appelle Gausein, c'est-à-dire Fabien ou va bien en français. Hein. Donc, avec ses doubles cerveaux, nous avons ici ce âme incarné. Et par contre, on le voit très différent de celle qui est au contraire toute âme, toute appareil. Les autres sont plus ou moins en relation psychique avec leur doublon. Le biope, lui, est complètement de l'informatique incarnée, si on peut dire, et il reste ici ce âme qui a été subtilisé, qui n'appartient pas à Nathalie, qui n'appartient à personne, à laquelle l'intelligence artificielle aspire de donner une identité, et ce âme-là va être... Alors, on peut lui donner un nom, la psychanalyse lui donne un nom, ceci s'appelle le semblant, que l'on schématise comme ça, un S avec un petit zéro au milieu, si on peut dire, mais comme Lacan aimait le faire avec juste raison, on peut faire... il y a dans les structures logiques, dans le carré logique des existences, de l'annulation, des compteurs quels que soient, enfin, etc., il y a un carré, un quart qui est celui-là. Là, c'est le un quart né. C'est-à-dire qu'il vient au monde. Je ne sais pas pourquoi ça a fait une flèche ici. Ici, on a un quart. On dirait un quart. C'est ce un quart du carré logique qui est né. Et ici, donc, on a, si on peut dire, le cyborg, enfin, ou disons le robot, l'androïde, le pur robot, celui que Asimov appelait le humin, hein, le robot pur qui vient au monde, qui est né. Donc, voilà où on en est pour le... Y a-t-il des questions, Serge ou Suzanne? Non, ça. Donc, où on en est à ce chapitre 11, et maintenant je vais revenir à l'image. Donc, ça peut paraître un peu surprenant, mais peut-être est-ce que aussi c'est assez compréhensible quand on a quelques bases et quand on a un peu réfléchi à la question de l'intelligence artificielle. Et voilà ce que c'est que ce trafic d'organisation psychique et de phases d'identification que l'on trouve de manière abstraite, en théorie, d'après la psychanalyse, quand on regarde l'intelligence artificielle avec le regard du psychanalyste, ou peut-être, effectivement, selon la thèse de la scène, c'est-à-dire ce qui se passe dans le réel, c'est-à-dire que l'histoire va effectivement mettre en scène, de manière inconsciente, mais va mettre en scène ce que on peut déchiffrer comme étant les différentes instances et entités logiques de ce que j'appelle l'appareillage, c'est-à-dire l'âge de l'appareil. Hein. Donc, voici pour un premier chapitre au cours de cette heure-là. Y a-t-il des questions à ce propos? Donc, on va pouvoir maintenant, je vais construire comme ça, hein, cette heure de récapitulation ou de présentation du chapitre. Je vais la construire d'abord en ayant resitué un petit peu l'identification, les étapes de l'identification où nous sommes. Deuxièmement, ce que je vais faire maintenant, c'est revérifier aussi ou reparler un petit peu de cette
annulation, de cette nullation, c'est-à-dire de cette barre qui est un des éléments logiques sur lesquels gravite toute ce déchiffrage de l'appareillage. Et puis, troisièmement, on pourra expliquer un petit peu comment est construit ce chapitre 11 et qu'est-ce qu'il décrit ou définit de la présence ou de l'action ou de la manifestation de Van Vogt et de cette étape de cet auteur dans l'ensemble de cette orchestration de la science-fiction par Campbell ou Stuart. Donc, sur la question de la négation, la question que je poserai comme ça, c'est, j'avais commencé par la poser comme ça, c'est-à-dire si je demande à quelqu'un, puisque vous me posiez souvent la question de la négation, qu'est-ce que c'est ça? Si je vous demande, qu'est-ce que vous ne savez pas? Comment allez-vous me répondre pour me dire ce que vous ne savez pas? Je ne le sais pas. Voilà, précisément, vous dites que vous ne le savez pas et que vous ne pouvez donc pas du tout le définir. Or, si nous voulons faire des individus dans un monde, ce qu'on appelle démocratique, après on va voir si la démocratie a un lien avec l'écologie, mais avant tout, dans un monde démocratique, les gens qui votent voudraient bien savoir pourquoi ils votent, ou pour qui, ou bon. Donc, pour savoir, pour voter, nous devons réfléchir et nous affronter, nous confronter à la question de ce qu'on ne sait pas. Parce que lorsque nous devons voter, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et nous devons les intégrer pour ne pas opérer par un vote sujet non seulement à l'idéologie propre, ça serait pas mal, on pourrait s'en satisfaire, mais surtout sujet à la propagande et à l'influence. Donc pour qu'un électeur soit efficace, soit réellement représentatif d'une partie du savoir collectif, il faut qu'il intègre ce qu'il ne sait pas. Et donc, ce que nous ne savons pas, nous pouvons soit le localiser. Alors, il y a différentes formes de négation. Soit il peut être dans le secret. Alors, à ce moment-là, nous savons qu'un dictateur tient des choses secrètes et nous allons lui faire confiance. Nous ne le savons pas et c'est lui qui s'en charge, il le sait. Nous pouvons aussi le procéder par différents autres opérateurs de la négation qui sont soit le retranchement, on retire quelque chose, on retire du savoir. Ça peut être par exemple l'inverse. Je sais ce que c'est qu'une caméra et je sais ce qui n'est pas une caméra, par exemple, et ça c'est une opération d'annulation, de négation que l'on appelle aristotélicienne. Et donc il y a une succession comme ça un certain nombre d'opérateurs d'une savoir pas ou de ce que l'on ne saurait pas. Mais il n'épuise pas, et loin de là, la question essentielle quant au vote. Il faut, quant à la connaissance de la psychologie collective, il faut que nous intégrions ce que c'est que ce qui est annulé, ce qui est indiqué par la barre au-dessus du nom, qui s'appelle le sustrait. C'est pas le soustrait, c'est la barre sustrait. Et donc, si on examine un peu l'historique de ce sustrait, on s'aperçoit qu'il est, enfin, on prend connaissance du fait qu'il a été utilisé depuis très longtemps, mais de façon moderne, un petit peu avant 1900, les mathématiciens ont commencé à le mettre au-dessus d'un élément pour indiquer
non pas ce que n'est pas l'élément, mais ce qui n'a rien à voir, si on peut dire, avec cet élément. Mais on a de nombreux motifs, ou un motif principal en tout cas à être intéressé à ça, c'est que dans la psychanalyse, il y a une note importante qui se réfère au manque de savoir. Dans la psychanalyse, ce manque de savoir est repéré, ou disons que la psychanalyse est principalement le traitement de la négation qu'elle appelle la castration. C'est par la castration que l'on assume, que l'on sublime, que l'on résout un manque de savoir. Et cette castration a été traitée évidemment par les psychanalystes et par Lacan qui a tenté de lui donner des formes algébriques. Et il en suggère une qui n'est pas tout à fait la castration, enfin qui en traitera beaucoup, qui s'approche ou qui traite de ce phénomène psychique, par Lacan va appliquer une barre oblique. Il va, on a la lettre S, il ne met pas une barre comme des dollars verticales comme ça, il met une barre oblique, hein, un slash, voilà. Et le sujet, alors il appelle ça le sujet ou l'objet ou le symbole barré, mais indiquant qu'il est barré comme quelque chose qui s'est barré, hop, qui est parti. Donc il y a une dimension temporelle dans le sujet barré de Lacan. Seulement, voilà pourquoi nous sommes intéressés. Seulement, Lacan était quelqu'un de très très précis qui faisait l'historique, qui expliquait toutes les étapes de ses démarches. Et on observe qu'à un certain moment, vers les années 70, dans le séminaire qui s'appelle Encore, et un petit peu avant, 2 ans avant, il commence à faire usage justement du sustrait. Et, à ma connaissance, enfin aux recherches que j'ai faites, j'ai constaté que, remarquablement, Lacan n'explique pas du tout ce que c'est que le sustrait, il n'en fait pas un usage comme il le faisait de pratiquement tous ses arguments, de tous ses opérateurs, c'est-à-dire un usage très calculé et très pénétré. Il va tout à coup introduire le sustrait dans son séminaire et le mettre sur certains pointeurs, sur le phallus par exemple, sur différentes choses comme ça. Et alors c'est remarquable qu'il n'en parle pas. Et évidemment, personnellement, ou depuis qu'on traite de ce Lassen, on a des raisons, on soupçonne un motif pour lequel il n'en parlerait pas. C'est qu'en fait, dès le début de sa carrière ou de son enseignement, Lacan opère un refoulement. Il n'emploie pas et il refoule ou il refuse, sans même le dire, mais il refuse d'employer ce sustrait. Et on peut soupçonner qu'il aura fait ce refus parce que quand, justement, 30 ans après, il l'emploie, c'est comme contraint en forcé, il le fait à la va-vite sans bien expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'en 1950, puisque donc c'est en 70 que Lacan emploie le sustrait, comment est-ce que l'on peut s'autoriser à dire que dans les années 45 et 50, Lacan a refusé et refoulé, rejeté cet emploi, sans le dire, sans s'en expliquer? Eh bien, c'est visible du fait, c'est très soupçonnable, du fait que précisément, à cette époque-là, en 1950, on va dire, le sustrait est très connu dans le milieu lacanien, puisqu'il vient d'être introduit, en tout cas, évidemment, Lacan le connaissait, beaucoup de gens le connaissaient, mais en tout cas, il est ouvertement et spectaculairement introduit par la traduction de Vian, qui traduit le Van Vogt, le monde des non-A. Et Vian, évidemment, fait partie du milieu surréaliste, fait partie du milieu de Lacan, et Lacan est évidemment très au courant de tout ce que cela veut dire. Or, cela veut dire
la sémantique générale. Et on apprend, ou on constate, ou on observe, il suffit de faire de l'histoire, qu'en 1950, Lacan va décider, ou va initialiser sa carrière, depuis quelques années déjà, mais il l'initialise, il va être le défendeur de la linguistique générale, qui diffère largement de la sémantique générale. Et cette linguistique générale que l'on doit à Saussure, la sémantique générale, on la doit à, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Korzynski, mais excusez-moi, son nom, à mon âge, ne rentre plus très très bien dans mon cerveau. Mais en tout cas, ce Ferdinand de Saussure va être celui que Lacan va chercher à soutenir, au point que son ambition sera de réintroduire la psychanalyse dans la linguistique générale de Saussure. Or, cette linguistique générale, elle correspond à la linguistique de Champollion, qui, à l'époque de la Révolution française, avait différé d'une autre linguistique ou d'un autre élément, qui était celui de l'hermétisme, qui était celui de Fabre d'Olivet, qui allait correspondre plus loin à ce qu'on appelle la sémantique générale, ce qu'on aura appelé. Alors, il y a dès l'époque des Lumières et jusqu'à la Révolution, il y a une divergence, quelque chose qui va être refoulé, l'hermétisme va être refoulé et va rester académique. Champollion, plus loin et plus après, la linguistique générale de Ferdinand de Saussure, tout cela correspondant à l'aristotélicisme. Et Lacan va chercher à réintroduire la psychanalyse de Freud dans la logique aristotélicienne de son propre aveu. Il le répétera plusieurs fois. Donc, on comprend, dès 1950, on peut soupçonner que Lacan, il ne veut même pas en entendre parler. Il ne veut même pas en parler et il ne débattra jamais. Je l'ai pas mal lu et étudié. Je n'ai jamais trouvé la moindre allusion à la sémantique générale dans les années de séminaire. Bon, alors, on verra par la suite aussi, on sait que tout cela est lié à la propagande dans la famille de Freud et comment la famille de Freud avait influé à ce moment-là, avait pénétré la Maison Blanche dans la personne de Édouard Bernays, qui était le double neveu de Freud, etc. Donc, et Lacan ne dira jamais ça non plus. C'est impossible qu'il ne sache pas que le double neveu de Freud était Édouard Bernays, c'est-à-dire un des hommes les plus influents du XXe siècle et de la propagande, faite sur la base des théories de son oncle. Et donc il y a tout ce chapitre de la refoulée de la psychanalyse que nous déchiffrons et que nous pouvons rappeler à l'occasion donc de l'emploi de cette barre au-dessus, de cette barre de la négation, de ce sustrait que Van Vogt emploie. Donc on continue à présent sur la troisième partie qui est celle qui va un petit peu détailler et donner les raisons du comment et du pourquoi, enfin les raisons du comment et construit ce chapitre et l'arrivée de Van Vogt, de Biot. Donc, ce que le chapitre va expliquer, c'est une hypothèse, c'est une interprétation, qu'est-ce que c'est que ce premier livre, Le monde des non-A, d'où ça vient, d'où ça sort, comment est-ce que ça a été construit. Alors l'hypothèse est celle-ci, c'est que pour des raisons psychologiques, dans la scène, c'est celles qui ont été décrites tout à l'heure, c'est-à-dire
cette identité mentale qui s'incarne, c'est-à-dire ce que von Vogt va décrire comme un personnage qui a deux cerveaux. Il ne le sait pas tout de suite. Ce qui lui arrive au départ, c'est qu'il est amnésique. Le héros va bien, il est amnésique et assez tristement, par la suite, ce sera un petit peu le sort de Van Vogt lui-même. Disons que Van Vogt sortira de la vie amnésique et son héros, lui, entre dans la vie amnésique. Et donc, à la recherche de son identité, ce personnage va à partir de certaines étapes, découvrir donc qu'il a deux cerveaux. Alors, dans la présentation, dans le contact de Biopt qui rencontre l'éditeur Campbell, il le rencontre à partir de cette première idée, de cette simple idée. Il lui dit, voilà, je fais un roman à partir de l'idée de quelqu'un qui a deux cerveaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux cerveaux? Si on peut voir un petit peu les deux personnages, là, Campbell d'un côté et puis Biopt de l'autre côté, ou Stuart d'un côté. Campbell ou Stuart, on le sait d'après le chapitre précédent, lui, il vient de faire affaire avec Asimov. C'est-à-dire que là, le chapitre 11 présente la base, ou présente Van Vogt dans la science-fiction, dans la littérature de science-fiction, mais le chapitre précédent, c'était la présentation d'Asimov. Et Asimov va débattre sur la base de l'atome et de la religion. On sait que Asimov va être généralement athée et heureux de le dire, mais ça n'empêche que ça peut cacher une structure, au contraire, religieuse et monothéiste. Et c'est cette formule du robot Dieu, du robot divin ou du robot à la place de Dieu, de la religion du robot, qui est, ou de la religion avec le robot et avec l'atome, qui fait le chapitre précédent, le chapitre 11, et la présentation de Asimov. Mais au sortir de ce chapitre-là, Campbell, l'éditeur, lui, il est content d'avoir cet auteur-là, il va lui faire un bon boulot, mais il est embarrassé ou embêté parce que c'est pas du tout le plan de Campbell de travailler dans la robotique et la religion. Le plan de Campbell est de travailler dans la dématérialisation. Ça, nous le savons dans le rapport qu'il entretient à la machine de Hieronymus, on en a déjà parlé, c'est-à-dire, c'est l'idée que les choses peuvent être réalisées simplement par l'abstraction ou par l'écriture. Des théoriciens comme Gödel, par exemple, ont procédé de la même manière, et donc Campbell en a fait la démonstration dans sa vie, à travers la manière dont il soutenait, il faisait la promotion et la publicité de la machine de Hieronymus. Bon. Et puis il a sans doute d'autres motifs à son agenda, Campbell. On le sait, son motif sera de supplanter la psychanalyse, et cela, il l'avouera plus tard, on le verra, avec Hubbard, avec la scientologie et la dianétique de Hubbard. Donc, Campbell, il a déjà fait son affaire avec Asimov, mais il lui faut continuer à compléter son agenda. Et voici Biopt, ou Van Vogt, qui arrive. Et Campbell va tenter de lui faire sa part. Bon. Alors, Biopt arrive avec l'hypothèse de deux cerveaux. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire à cette époque-là? Qu'est-ce que ça peut être? Ça a un écho important
l'idée des deux cerveaux à cette époque-là, parce que c'est l'époque où on connaît, où on commence à faire de la neurologie. On fait ça depuis 1900, déjà depuis une cinquantaine d'années. Mais on commence à faire de la neurologie avec de la phylogénèse et on commence à avoir une notion du fait que le cerveau humain est composé d'un certain nombre d'étages, de cerveau végétatif, de cerveau limbique ou reptilien et des néocortex ou de choses comme ça, ce qu'on appelle la phylogénèse. Et cet étagement de cerveau est tout à fait proche de pouvoir baser des concepts de double cerveau, plutôt que de dire de cerveau échelonné, de prendre deux échelons et de les mettre au même niveau. Alors, cette hypothèse, la démonstration ou la documentation de ce que je suis en train de dire, du fait que la phylogénèse peut être utilisée à l'emploi d'une espèce de double cérébralisation qu'on appelle aussi bicamérale, mais sans entrer dans ce bicaméral, simplement avec la référence d'un médecin qui s'appelle, je crois qu'il s'appelait Gernèse. Le monsieur est décédé, il a eu son rôle dans la médecine française et il a été critiqué, moqué. C'était un inventeur, c'était un aventurier de la recherche sur le cancer, sur la cellule. C'était un des premiers à avoir quasiment découvert ou parlé des cellules souches, par exemple. Gernèse a beaucoup parlé de la carcinogénèse, de la cancérologie, mais aussi de la religion, et en essayant de proposer une théorie du fait que la religion avait une base génétique, et que c'était du fait de cette constitution génétique et phylogénétique du cerveau que, en deux mots, en bref, la présence d'un cerveau constamment qui n'était pas que l'on ne pouvait que refouler, et Freud appelle ça le caractère constant et permanent des pulsions. Ce cerveau limbique, ce cerveau émotionnel, imposant une pression constante sur le néocortex qui le refoule, va être intégré ou va être traité par le néocortex sur les algorithmes ou sur les significations de la théologie, du Dieu permanent, constant et du monothéisme. Donc, on voit que d'une part, la phylogénèse a permis à un certain nombre de penseurs à estimer que l'être humain moderne était dans une phase où il était par rapport à son cerveau émotionnel dans un état de deux cerveaux. Maintenant, on a même un cerveau dans les intestins, ou dans les bactéries. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui pouvait tout à fait faire écho à la théorie de Van Vogt, ou à son hypothèse, à son héros qui avait deux cerveaux, d'autant que cette théorie pouvait être explicative du phénomène religieux, de la pensée religieuse. Alors, voilà pour si on peut intégrer dans une résonance culturelle et historique et scientifique la suggestion de Van Vogt et de son personnage à deux cerveaux. Mais à ce moment-là, la deuxième étape, une fois que Campbell et Biot se sont rencontrés, que Biot lui dit, voilà, j'ai un manuscrit, il s'agit d'un personnage qui a deux cerveaux, Campbell va essayer, lui, de placer son agenda
Et il va il va suggérer à Biopt, d'accord, je vous édite, si vous ajoutez un petit truc, ça serait pas mal, nos lecteurs aimeront, si vous ajoutez du nul, du sustrait, le nul, c'est-à-dire ce que ce que Campbell pense être le moyen de théoriser la dématérialisation. Alors, Vogt veut bien, parce que Vogt, comme Fabien, comme les héros de ces romans, donc il est d'accord avec tout. Et comme dernièrement on a vu le film Transcendance, cette intelligence artificielle, probablement peut-être de la scientologie, est d'accord avec tout. Elle est non violente purement et acceptante, si on peut dire. Alors donc il veut bien, mais il dit tout de même c'est un petit peu difficile le nul à comprendre, et il ne sait pas trop si les gens seraient d'accord. Et à ce moment-là, il serait intéressé. Et à ce moment-là, dans la discussion, Campbell se rend compte que, en fait, que Vogt en sait beaucoup plus que lui. Bon, ça, peut-être que entre von Vogt et Campbell, ce n'était pas le cas, mais dans la circonstance du roman ici, La Scène, ça s'explique du fait que ces ingénieurs du staff sont précisément des théoriciens de ce non-aristotélicisme. Alors, voilà, c'est la deuxième étape. D'abord, il arrive avec ses deux cerveaux. Campbell lui dit introduisez un peu du nul, de l'annulation. Vogt lui dit bon, d'accord, mais ça va être problématique, c'est-à-dire que ça ne va pas aller dans le sens de la dématérialisation que voudrait Campbell, ou qu'idéalise Campbell. Et donc, enfin, il accepte la chose, mais à partir de ce moment-là, il dit oui, mais alors si on avance comme ça, il faut encore rajouter quelque chose. Et il faut rajouter à ce moment-là de la psychologie collective matérialisée par par cet annulateur, si on peut dire, c'est-à-dire il faut appareiller l'environnement de cet homme à deux cerveaux s'il veut appliquer l'annulation. Il faut l'appareiller, c'est-à-dire il faut une machine, il faut un appareil. Alors là, donc c'est la machine des jeux dans le roman de Van Vogt, mais que j'assimile, en tout cas dans le roman La Scène, la présente, cette machine des jeux est assimilée à la machine à gouverner de Weiner. Donc, Biob dit, bon, alors si on a fait... s'il faut rajouter du nul, de l'annulation, donc moi je vais rajouter la machine à gouverner. Ce à quoi Campbell dit, bah oui, d'accord, tout à fait, je vous encourage de faire ça, je sais très bien ce que c'est. Et c'est là où il va de nouveau placer son appareil de Hieronymus en disant que la machine à gouverner gouverne très bien toute seule, sans machine. Et de nouveau, donc, ce débat sur la matière et la manière de traiter la négation de la matière tout en l'appareillant va continuer et va être résolu à son tour par Biopt, qui dit, bon, maintenant, à ce moment-là, s'il y a donc cette machine et si elle doit débattre de cette dématérialisation, c'est qu'en fait, la raison ou l'explication de cela, c'est qu'il faut un corps. Un corps qui soit le corps de l'avatar, par exemple, ou un corps extérieur. Alors là, il faut extérioriser dans l'appareil l'image du moi, enfin, c'est ce que la psychanalyse appelle l'image du moi. Et par conséquent, ceci mène à l'introduction et explique, si c'est une explication, c'est une interprétation du livre de Van Vogt, du monde des non-A. C'est-à-dire que dans cet enchaînement logique, on arrive à la nécessité du fait que ce personnage doit être un clone et qu'il doit avoir des clones. Et c'est effectivement ce que l'on va trouver dans la composition du roman de Van Vogt. Et c'est à ce moment-là que, à cette étape, que Campbell, à son tour,
excéder, va dire, eh ben, pourquoi pas, à ce moment-là, ajoutons une femme, ajoutons la femme, ajoutons Vénus. Et effectivement, donc dans le bouquin final de Van Vogt, dans ce bouquin si célèbre, si fameux, qui avait été, ainsi qu'on l'a dit, refoulé par les psychanalystes, mais on a cette abondance d'éléments, hein, on a ce double cerveau, ce phénomène de mémoire, on a cette machine à gouverner, on a les clones, on a Vénus, on a... Bon. Et c'est comme ça que j'en fais ici dans ce chapitre une interprétation, comment le chapitre enfin décrit la manière dont ce livre aurait été construit dans cet échelonnement logique. Voilà voilà donc ce que je voulais. Enfin, comment on peut... Alors après, oui, après, le chapitre n'est pas fini. Là. Après, il y a le bilan de tout ça. Ça se passe dans le milieu de la propagande. Il est expliqué que la psychohistoire, c'est la propagande plus la religion. Et que par conséquent, la propagande, c'est la psychohistoire moins la religion. Enfin, mais là, on entre dans le chapitre de la psychohistoire qui est important dans les romans, mais à d'autres chapitres que ça. Et aussi, donc, la question qui se pose encore à cette étape du chapitre 11, c'est comment se fait-il que tous ces échafaudages et toutes ces constructions que nous faisons petit à petit n'aboutissent encore qu'à faire soit des militaires, soit des consommateurs, mais pas encore des électeurs. Et parce que c'est ce que nous voulons faire au bout du compte. Donc, Vogt et Biot se dit, oui, mais alors là, on n'a pas encore abouti à faire des électeurs, ce qui était l'étude ou la recherche, le but du staff. Et pour cela, Campbell va aménager une confrontation entre Asimov et Biot et Van Vogt, et ça, ce sera le chapitre suivant, le chapitre 12. Et donc, voilà, il reste 10 minutes. S'il y a une question ou des questions, je peux y répondre, on peut faire une petite pause et je peux y répondre. Sinon, je rajouterai un petit quelque chose sur la barre de la négation, sur le sustrait, et pourquoi est-ce que ça a embarrassé Lacan. Donc, on va reprendre un petit peu ça. Ce qui peut être utile donc à rappeler, c'est-à-dire cette barre lacanienne, on l'a dit, Lacan écrivait sa négation comme ça. Hein, le S, c'est le sujet barré. Voilà. Un slash indiquait alors, on peut écrire aussi le semblant comme ça. Ça c'est mon écriture personnelle. Je mets un petit rond au centre. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que la structure de l'inconscient, je la rappelle, je la rappellerai tout à l'heure. Je vais d'abord reciter ce schéma qu'on avait fait tout à l'heure. Il y avait une ligne médiane avec les grains du miroir. C'était en fait des espèces d'appareils transmetteurs qui avaient une certaine logique interne, mais qui transmettaient surtout entre deux locuteurs, hein, c'est-à-dire un locuteur psychique et puis un locuteur physique Et alors, j'avais indiqué tout à l'heure que initialement, il y avait eu une transitivation de ces deux appareils. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Une transitivation entre deux téléphones? Eh bien, ce serait le fait que des appareils informatiques, des structures informatiques
qui n'aurait d'autres algorithmes qu'une espèce de transparence ou de réflexion miroir, pourraient entre eux entrer en rapport. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand deux unités entrent en rapport? Généralement, du temps de Pythagore, deux unités, ça faisait 2. Ça faisait un chiffre 2. Mais quand ce sont des unités cybernétiques, il est possible que ça fasse autre chose, que ça fasse, disons, on va dire une relation transitive, avant que ce soit une autre relation plus complète. Alors, on verra dans le chapitre que ce qui se passe, c'est que dans le lacanisme, il y a un transfert du physique c'est la psychanalyse qui fait ça. La personne, justement, le sujet ici barré, va devenir un sujet psychique. Et dans cette opération, c'est à travers une logique que l'on va mettre comme ça, comme tout à l'heure, ce Weiner ici qui voulait lui aller à l'or, vraiment hors de tout, mais dans le monde de la limitation et de la castration, le sujet entre en rapport avec son idéal, ou disons que son corps va entrer en connexion ou va être en relation avec ce qu'on appelle son idéal psychique. C'est le moi. Le moi, en fait, va être intermédiaire entre le sujet et le corps. C'est comme ça que le corps est aliéné par le psychisme, etc. Or, cette aliénation-là, c'est ce que Lacan appelle typiquement la relation transitive. Je l'écris en la prononçant, comme ça on saura ce que j'écris. Ici, j'ai écrit transitif, c'est la relation transitive. Cette relation transitive, elle peut se concevoir de manière verticale ici, aussi dans certains développements de ce schéma lacanien. Donc c'est ça ce qu'on appelle le transitif. Eh bien, pour comprendre la raison pour laquelle Lacan a été tellement embêté avec le sustrait, c'est que cette relation transitive, que je vais écrire ici en bleu, j'espère que ça va marcher, je vais même l'écrire au-dessus, là. Cette relation transitive, ici en bleu, c'est celle par où va apparaître l'inconscient. L'inconscient va surgir comme ça, jusqu'au sujet de l'inconscient ici. Mais cette relation-là, c'est cette barre-là. Et c'est ce que Lacan va puiser à la barre horizontale, mais à la barre horizontale c'est-à-dire du signifiant sur le signifié, qui est la linguistique générale de Saussure. C'est ça la formule de la linguistique générale de Saussure. Et cette barre que Lacan va théoriser comme étant celle du franchissement impossible, c'est-à-dire la manière dont le signifiant ne peut pas rencontrer le signifié, ce que en sémantique générale on dira le territoire n'est pas la chose, hein, enfin la carte pardon n'est pas le territoire. Cette barre-là, Lacan va prétendre que la psychanalyse permet de la franchir au moins en oblique, au moins en biais, c'est-à-dire en créant un rapport ici transitif entre son psychanalyste, entre le sujet et le psychanalyste, si on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe dans l'état où il y aurait une barre au-dessus? Eh bien, à ce moment-là, je l'écris en vert si on peut dire pour qu'on le voit. Si Lacan avait fait de la sémantique générale, et la raison pour laquelle il ne voulait pas la faire, on peut le supposer, hein, on est en droit de le supposer, on sait bien qu'il l'a refoulé, c'est qu'en mettant la barre au-dessus, en fait, il aurait ici retrouvé cette barre au-dessus du signifié. C'est-à-dire qu'il aurait en fait identifié
ce qui n'existe pas, ce qui est annulé, il l'aurait identifié au signifié. C'est-à-dire que là, il aurait été complètement dématérialisateur, comme, comme certaines figures du XXe siècle ont pu psychiquement l'être ou avoir craint de l'être. Hein. Donc voilà en bref, mais voilà, il est 59, donc on va arrêter. Et donc je termine juste sur cet exploit un peu là, théorique, mais qui pourra être, qui je pense est déchiffrable et que pourra éventuellement être utile